Il faut tout conserver, tout préserver. C'est très important pour l'histoire aussi. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Rubricaine Historbreizh Enquête du patrimoine, le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Marie Mouchou et nous allons aujourd'hui découvrir le métier de restaurateur, restauratrice et plus précisément le métier de restauratrice en textile avec Angélique Durif. Bonjour Angélique. Bonjour Marie. Je vous accueille dans mon atelier avec plaisir ce matin. Super, merci beaucoup à vous. Alors du coup, on est actuellement dans l'atelier de Angélique Durif, chez elle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire votre atelier pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est assez particulier. C'est un atelier à l'étage de ma maison, relativement petit, muni de 3 tables pour pouvoir mettre à plat le mieux possible les textiles qui me sont confiés. Pas mal de matériel pour améliorer la visibilité, des loupes, une bonne lumière naturelle, lumière artificielle, du matériel de teinture. Est-ce que c'était un ancien grenier peut-être ou une ancienne grange? Je ne sais pas, parce qu'on voit des poutres apparentes aussi, donc c'est assez intéressant comme atelier. Merci beaucoup, j'espère que les auditeurs et auditrices s'immergent un petit peu. Alors tout d'abord Angélique, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes ainsi que votre parcours? Donc mon parcours pour parvenir à la restauration et conservation du patrimoine, ça a d'abord été l'histoire de l'art à Rennes de Villejean, une licence en histoire de l'art, et puis de la maîtrise en histoire de l'art. J'ai fait des stages dans des ateliers de restauration et conservation du patrimoine pour découvrir cette profession que j'ai découverte lors d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Une exposition de sculpture et à la suite de laquelle il y avait tout un exposé sur l'atelier de restauration de Kerguéhennec qui expliquait comment ils étaient intervenus sur les sculptures présentées au Musée des Beaux-Arts. Ça m'a donné envie de contacter cet atelier de Kerguéhennec spécialisé dans la restauration de sculptures. Ça a été mon premier stage et puis j'ai essayé la restauration et la conservation des vitraux, art graphique, céramique archéologique, puis textile au musée Galliera à Paris, et c'est là que j'ai eu, la révélation des objets du patrimoine sur lesquels je souhaitais m'orienter, travailler. J'ai donc entrepris de passer le concours pour rentrer à l'université de Paris 1 qui offre une formation sur 5 années en fait en restauration-conservation du patrimoine. D'accord, super, merci beaucoup pour ce parcours riche et intéressant. Donc pour comprendre un peu, sur quel type de textile vous intervenez? J'interviens sur du costume évidemment, costume civil, ancien voire contemporain pour la mode, avec des matériaux très spécifiques. Costume type uniforme de la marine, uniforme militaire. Pour le musée de la Compagnie des Indes, la collection de toiles indiennes qui était acheminées par la Compagnie des Indes au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe. Quelquefois des tapisseries, un petit peu de mobilier. Vraiment, c'est aussi bien du textile en volume, les costumes, que du textile plat. Ça peut être des drapeaux. Alors les bannières, évidemment, en Bretagne, il y a énormément de bannières. Des bannières XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui sont conservées dans les églises, quelquefois inscrites ou classées au titre des monuments historiques, protégés donc. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le processus de restauration? Tout d'abord, on est appelé à aller voir l'objet conservé dans le musée ou bien dans une église ou dans une mairie. Si je me concentre sur les bannières inscrites ou classées, je vais faire un devis à la demande de la municipalité et de la DRAC et de la conservation antiquité objets d'art départementale. Je me déplace donc, je vais voir l'objet, je fais des photos, je constate son état, l'état dans lequel elle est conservée, l'état dans lequel la bannière nous est parvenue de nos jours. C'est-à-dire que je regarde quels sont ces types de dégradation, d'altération, comment elle est conservée au sein du monument et quelles améliorations on peut apporter. Ça, c'est de la conservation préventive.
Je propose ensuite un devis dans lequel je fais part des interventions que je peux faire sur la bannière. Et si le devis est accepté, je vais donc chercher la bannière que j'amène à l'atelier. Les types d'interventions que l'on fait sur les objets textiles et les bannières en particulier, ça va donc déjà être un bon dépoussiérage, parce qu'on peut imaginer que l'enlèvement de la poussière n'a pas été fait depuis des décennies, si ce n'est pas des fois des siècles. Donc un bon dépoussiérage. On fait un constat d'état précis, détaillé, photographique et écrit de l'objet textile. Et puis on procède pour la bannière par exemple à son démontage en 2 parties pour pouvoir bien nettoyer l'intérieur. On fait très attention à enlever le moins possible d'éléments anciens. Donc les coutures, c'est vrai qu'on essaie d'en enlever le moins possible pour garder les fils anciens. On fait un maximum d'observations en fait visuelles sur tous les petits éléments d'origine. Et surtout, il y a une chose très importante, on n'enlève jamais les éléments anciens, que ce soit les petits éléments de broderie ou les tissus en très mauvais état, pour les remplacer par du neuf. On conserve au maximum le matériau ancien, qui est un indice historique en fait et artistique des matériaux, de leur vécu. On va donc consolider avec des techniques propres à la restauration, la conservation du patrimoine. Et puis, on va déterminer avec les personnes qui conservent l'objet en musée ou bien la bannière au sein d'églises ou de cathédrales, comment conserver au mieux après la restitution, après la restauration, l'objet. Éviter de le remettre dans un endroit trop humide, éviter de le repositionner, cet objet textile, face à une source lumineuse, c'est-à-dire une fenêtre par exemple. Éviter pour les bannières de les sortir en procession. Éviter les chocs. Donc on va proposer des housses, des boîtes de conservation, en matériaux de conservation. Essayer de déterminer un lieu où elles pourront être observées, où le public pourra les apprécier, mais qui préservera ces objets en fait du toucher et puis des altérations dues à un mauvais environnement. Super, merci beaucoup pour cette réponse complète. Donc, qui vous commande les restaurations ? Est-ce que ce sont des musées ou est-ce que ça peut être aussi des particuliers ? Donc, les restaurations sont commandées par les musées, DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, CAOA, donc Conservation, Antiquités, Objets d'art départementale. Quelquefois des particuliers, mais ça reste assez rare pour moi, en tout cas dans mon expérience en textile. C'est pas forcément de l'ordre d'une fois par an. Pourquoi ? Parce que les particuliers, par exemple, déjà il faut avoir affaire à des particuliers qui ont une collection plus ou moins précise, historique. Par exemple, si c'est du mobilier type, on va dire, fauteuil ancien, les particuliers vont avoir souvent envie de renouveler l'étoffe ancienne, ce que je ne fais pas. Donc moi, je vais plutôt leur expliquer que je vais consolider l'étoffe ancienne. Je ne vais pas l'enlever, je vais la consolider. Je vais faire des interventions comme je le ferais pour un musée. Sauf qu'en musée, les objets sont présentés en vitrine, on ne s'en sert plus. Un particulier, en général, il va avoir envie de se resservir de son objet, surtout si c'est du mobilier. Type fauteuil, voilà. Donc, je vais leur expliquer que mes interventions, elles restent assez fragiles et que ça ne sera pas adapté à un usage quotidien. Une fois que les choses sont posées, les particuliers font leur choix. Certains disent, nous, on veut conserver le textile ancien, la matière ancienne, donc on est d'accord pour ce que vous nous proposez. Ou bien ils décident de se diriger vers quelqu'un d'autre, en fait. Ok, merci beaucoup. Et donc, avec quel musée vous avez pu restaurer des textiles anciens ? Les musées avec lesquels j'ai travaillé ou avec lesquels je travaille assez régulièrement sont en Bretagne, Pays de Loire et Sud-Normandie. Je citerai en premier le musée de la Compagnie des Indes qui est situé à Port-Louis, qui est riche de textiles comme des robes début 19e, fin 18e, début 19e siècle en mousseline de coton.
de toiles imprimées indiennes, qu'on appelle les indiennes, qui étaient rapportées par la Compagnie des Indes, des soieries peintes, des soieries chinoises qu'on appelle des Pékins. Donc toute cette collection est conservée au musée de la Compagnie des Indes. L'écomusée de Rennes, donc riche d'un ensemble de costumes traditionnels bretons 19e, 20e, première moitié 20e siècle. Un petit peu le musée de Bretagne et le musée des Beaux-Arts de Rennes. Et puis en Normandie, Sud-Normandie, costumes de mode avec le musée Christian Dior à Granville, le musée d'art et d'histoire de Granville. Par exemple, en Normandie, pour Sainte-Mère-Église, il y a 2 musées, le Ferme Musée du Cotentin et l'Airborne Musée, qui sont riches, eux, d'une collection plutôt ayant trait à l'époque Deuxième Guerre mondiale. Donc là, ce sont des drapeaux américains, drapeaux allemands, drapeaux français. Tout ce qui est du domaine de la récupération aussi de matériaux type toile de parachute qui ont servi à faire des costumes pour les particuliers pendant et après la guerre. Donc là, on arrive sur du travail sur du matériau, on va dire, contemporain, en fait, les toiles synthétiques. Et enfin, en Pays de Loire, c'est surtout un travail donc, sur du mobilier, donc je dirais tapisserie, rideaux, fauteuils. Là, je pense à des collections pour des petits châteaux et bannières, voilà, au sein d'églises. Ok, super, ça fait vraiment une richesse, de multitude de textiles différents qui vont de la période ancienne jusqu'à l'époque contemporaine finalement, donc c'est super intéressant. Et est-ce que au cours de votre métier donc de restauration, vous êtes amené aussi à faire de la médiation de votre travail dans le cadre de restitution par exemple? Est-ce que vous êtes amené à témoigner de votre travail auprès d'un public? Alors ça, c'est très variable. Effectivement, il y a des personnes, des associations qui sont ravies de récupérer leur bannière, par exemple, et qui vont faire venir le journaliste local, poser des questions sur la bannière telle qu'elle était avant son départ dans l'atelier et à son retour. Et puis, quelquefois, je rapporte la bannière et il y aura personne, en fait. On va me donner les clés, puis je vais aller remettre la bannière ou les ornements liturgiques dans leur endroit, là où je les ai trouvés, en fait. Donc, il m'arrive effectivement il m'arrive d'avoir des personnes qui vont m'accueillir au retour de leur objet pour me poser des questions, effectivement, sur l'état dans lequel j'ai trouvé l'objet, ce qu'on peut faire pour le conserver au mieux, qui auront fait venir le journaliste local pour pouvoir faire des photos. Voilà, la plupart du temps, les gens attachent une grande fierté à leur patrimoine et ont besoin d'en parler, de savoir comment se sont déroulées les interventions de restauration, de consolidation, de conservation de leurs bannières et comment les conserver au mieux. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, est-ce que c'est un métier accessible d'être restauratrice? Est-ce que tout le monde peut devenir restauratrice? Quand on est intéressé par le patrimoine, il me semble que toute personne peut devenir restaurateur, conservateur du patrimoine. La plupart du temps, c'est vrai qu'on sort la plupart d'une formation d'histoire de l'art. Alors, c'est une formation en 5 années. Au cours de cette formation, on a une approche, une formation très théorique sur tous les types de matériaux, une formation globale, on va dire, que ce soit le métal, le verre, les textiles, le bois, le plâtre, j'en passe, et apprendre comment ils sont constitués, comment ils vont vieillir. Enfin, il y a toute une approche physique et chimique de ces matériaux, les environnements qu'il faut éviter pour les conserver au mieux. On se spécialise en gros au bout de la 3e année. Et là, on va entamer des stages un peu plus spécifiques par rapport aux matériaux, au type d'objet qu'on aura choisi. On aura soit une formation au sein de notre propre formation, soit on va aller en stage auprès de restaurateurs et conservateurs du patrimoine agréés en fait par nos propres formations. Et à l'issue de ces 5 années, eh bien, en général, on crée son propre atelier en indépendant, puisque pour la majorité, on est indépendant. Il y a très très peu de restaurateurs au sein de musées, très peu d'ateliers en fait.
au sein des musées. D'accord, c'est très intéressant. J'allais justement vous poser la question si c'était mieux d'être en indépendant ou dans une structure. Mais du coup, vous y avez répondu. Et donc pour vous, quelles qualités sont essentielles pour être restaurateur, restauratrice du patrimoine, peut-être en général, pas forcément que du textile? Il faut aimer déjà observer, prendre le temps d'observer, prendre le temps de travailler, prendre le temps aussi de se dire je vais revenir sur mon intervention parce que le résultat n'est pas ce que j'escomptais. On part pas en fait bille en tête pour travailler sur un objet ancien. Il faut vraiment observer pour prendre les meilleures décisions. Donc je trouve une certaine patience. Je vais aller dans les lieux communs, mais en même temps c'est un peu ça, hein. Patience, minutie. Et il faut avoir quand même une bonne dextérité manuelle, mais tout ça, ça doit être, enrichi d'une recherche aussi documentaire au préalable sur les objets, sur les matériaux qui constituent l'objet. Quels produits on va utiliser ? Si c'est, je sais pas moi, des textiles artificiels ou synthétiques, quels produits, quels solvants on peut utiliser ? Quels solvants il faut éviter ? Parce qu'effectivement, dans les textiles, les collections contemporaines, on peut tomber sur ce type de tissu. Est-ce qu'on va... Les interventions ne sont pas répétitives, en fait. C'est du cas par cas suivant l'objet qu'on a devant soi. Il n'y a pas de systématique. On ne va pas faire un nettoyage à chaque fois, parce que si on considère que le textile est trop abîmé, on sait qu'on ne va pas pouvoir le nettoyer avec que le textile ne supportera pas un solvant. On va adapter aussi nos interventions en fonction de la fragilité de l'étoffe. Il se peut qu'un textile, on ne puisse pas faire grand-chose dessus parce qu'il est vraiment dans un état pulvérulent. Donc dans ce cas-là, on va essayer de proposer une intervention, on va dire, à titre documentaire, c'est-à-dire qu'on va conserver le matériau qui reste, le textile très fragile, mais en proposant plutôt un mode de conditionnement qui permettra de tirer les indices nécessaires de l'objet sans être trop intervenu dessus, en fait. On va de toute façon éviter de le dénaturer au maximum. Il peut arriver qu'on ne puisse rien faire de spécifique sur un textile parce que vraiment il est pulvérulent rien qu'au toucher. Mais voilà, on va le conserver, on ne va pas le mettre à la poubelle, évidemment. Très bien, et ça me fait penser aussi, est-ce que vous avez découvert des textiles dans des endroits un peu insolites, dans des conditions de stockage, de conservation vraiment pas terribles ? Alors j'avais été appelée pour regarder une collection de textiles, c'était des broderies en fait, qui avaient été faites par des jeunes filles au début du XXe siècle. Et quand cette école de jeunes filles a fermé, les broderies, elles ont été conditionnées dans des cartons ordinaires, mises à la cave, et les cartons adossés contre un mur qui prenait beaucoup l'humidité. Et en fait, une 50aine d'années après, quand on m'a demandé de venir voir, j'ai sorti des cartons, des textiles, ces broderies, ces fameuses broderies, avec une variété de couleurs de moisissures assez impressionnante, dans les verts, les noirs, les bleus, les blancs très peu. Mais voilà, ça oui, très mauvaise condition de conservation. Et là, il y avait plus grand chose à faire parce que les moisissures avaient quand même bien oxydé les étoffes de fond de broderie. Super, donc ça prouve que si peut-être certains qui nous écoutent ont des broderies ou des choses de leur grand-mère ou arrière-grand-mère, ne pas les stocker dans de la cave, c'est plus judicieux. Ne jamais stocker dans une cave ou dans un grenier à cause des changements les variations climatiques trop importantes en fait, en termes de température, d'humidité. Ces fluctuations sont brutales et c'est très mauvais pour la conservation des objets du patrimoine. Pas les textiles uniquement, hein, mais évidemment tout ce qui est papier, art graphique. Voilà, ça faut vraiment éviter. Éviter de mettre dans des cartons ordinaires qui dégagent de l'acidité. Éviter de recouvrir de plastique aussi, puisqu'il y a un confinement, donc là, dégagement, création de moisissures. Il y a tout un ensemble de règles, c'est du bon sens en fait, pour conserver au mieux des objets en fait.
pour qu'ils ne soient pas soumis aux variations climatiques et donc qu'il n'y ait pas des altérations qui s'engagent en termes de moisissures, insectes, prolifération d'insectes. Et quelquefois, il y a effectivement des interventions comme ça, des altérations qui sont irréversibles. Très bien, merci pour ces conseils. Et ça me fait penser aussi, avec les conditions climatiques qu'on connaît aujourd'hui, je sais que l'acidité de l'air est plus importante. Est-ce que donc ça veut dire que nos textiles anciens vont se dégrader plus vite? On remarque en fait avec les collègues en restauration-conservation du patrimoine de tout matériau qu'il y a de plus en plus, on va dire, d'appels au secours de musées à cause de développement de moisissures. Voilà, réchauffement climatique, de plus en plus d'humidité. Des bâtiments qui n'ont pas été forcément conçus pour conserver des collections, que ce soit textile, bois, art graphique, etc. Et effectivement, il y a des développements de moisissures de plus en plus observables qui nécessitent des interventions d'envergure, en fait. Nous, en tant que restaurateurs-conservateurs, on va pouvoir de manière ponctuelle intervenir de manière curative sur les moisissures pour les enlever, mais on sait que si le bâtiment n'est pas prévu, n'est pas aménagé pour la conservation, ça recommencera régulièrement. Voilà. Pour revenir à votre métier, j'ai une petite question aussi. C'est où est-ce que vous avez appris à broder? Où est-ce que vous avez appris les techniques de l'aiguille? Est-ce que c'est venu sur le tas? Je n'ai pas appris à broder. Je ne sais pas broder. Je ne suis pas brodeuse. Alors, j'ai appris à coudre parce que c'est important pour identifier les assemblages d'un costume, d'un textile quel qu'il soit, d'un objet textile. À l'aide de livres, je peux décrire le type de broderie, mais de toute façon, c'est pas de notre ressort quand il manque une broderie sur un objet ancien. C'est pas de notre ressort de refaire la broderie. Déjà parce que ce ne sont pas les matériaux d'origine. Ensuite parce qu'on ne va pas se mettre à la place du créateur. Le métier de restaurateur et conservateur du patrimoine, c'est absolument pas un métier d'artiste. Il n'y a pas de création, c'est pas ce qu'on nous demande. Nous, on doit conserver le matériau ancien, conserver la texture, la patte du créateur, de celui qui a réalisé l'objet, les matériaux. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de respecter au mieux l'authenticité des matériaux d'origine et de nous appuyer sur une déontologie. On a une déontologie de restaurateur du patrimoine, une déontologie dont les règles de base que l'on observe quand on fait nos interventions, c'est stabilité physique, l'inertie chimique et la comptibilité des matériaux et des produits que l'on va employer, restaurer, stabiliser les matériaux anciens, pouvoir revenir sur ce que l'on a fait, nos propres interventions, ça s'appelle la réversibilité des traitements, et enfin de restituer une lisibilité des formes quand on n'arrive plus trop à voir comment était réalisé l'objet. En fait, pour faire une petite phrase, synthétique, les interventions en restauration et en conservation du patrimoine s'appliquent aux biens culturels afin de les entretenir, de limiter ou de stopper leur processus de dégradation, conditionner leur stockage ou les valoriser lors d'une exposition, c'est-à-dire favoriser leur pérennité. Est-ce que c'est un domaine qui est plutôt paritaire entre hommes et femmes, ou il y a plus de femmes ou plus d'hommes? En restauration-conservation textile, il y a une majorité de femmes. Pour les autres matériaux, autant d'hommes que de femmes. Très bien, merci. La petite dernière question pour finir. Quel est votre plus beau souvenir de carrière? C'est une question qu'on pose à chaque intervenant. Est-ce que vous avez donc une œuvre exceptionnelle que vous avez restaurée, ou est-ce que vous avez retrouvé une œuvre? Non, pour ma part, j'ai pas retrouvé d'œuvre. Des œuvres exceptionnelles. J'aime bien, moi, travailler sur les indiennes 17e, 18e siècle du musée de la Compagnie des Indes. Elles étaient très prisées en Europe et en France, en Hollande, en Angleterre notamment, et ont été interdites par Louis XIV parce qu'elles faisaient de l'ombre aux industries françaises, soieries, lin, et ont donné lieu évidemment à la prohibition. Il y a tout un historique qui est lié à ces étoffes d'ameublement et d'habillement qui en font vraiment je trouve des étoffes, des textiles très passionnants en fait, sur lesquels j'aime beaucoup travailler. J'aime aussi beaucoup travailler en fait, plus c'est ancien, plus j'aime travailler dessus. Donc les bannières 17e, 18e
Ça, j'ai beaucoup de plaisir aussi à intervenir dessus pour pouvoir prendre le temps d'observer les modes, les façons de broder, d'agencer les tissus, les types de décors utilisés. Ouais, il y a une très belle bannière en Bretagne qui est à Saint-Péver qui date de la fin du XVIe siècle, qui est conservée donc dans ce petit village de Saint-Péver. Et ça crée beaucoup de... Ouais, on a une certaine émotion quand on est face à ce type de matériau très très ancien qui nous est parvenu. Et un autre type d'objet un petit peu marquant et sur lequel je n'ai travaillé qu'une fois, c'était un drapeau, un très grand drapeau nazi qui appartient à la collection de l'Airborne Musée à Sainte-Mère-Église. C'était un trophée de guerre d'un parachutiste américain dans la nuit du débarquement. Et il a récupéré ce drapeau nazi au QG allemand, l'a caché dans une grange et quelques semaines après est venu le récupérer. Cet Américain l'a ramené avec lui aux États-Unis. Et il y a quelques années, il est revenu en France, âgé, et a fait cadeau de ce drapeau nazi à l'Airborne Musée. Et il avait beaucoup de présence, ce drapeau, dans l'atelier. J'avais été obligée de dégager une bonne partie de mes tables pour n'en faire qu'une et pouvoir le mettre bien à plat et travailler dessus dans l'atelier. Vous voyez, mon atelier, il est tout petit. Le drapeau prenait, en termes de place, prenait les 2/3 de l'espace. C'est pour ça que je dis que sa présence était assez imposante en plus. Et il était quand même riche aussi de cette histoire. On connaît les origines de ce drapeau. Riche en histoire aussi parce que je fais référence à cet Américain qui l'a acquis comme trophée de guerre. On sait exactement à quel moment. Et il a provoqué aussi un peu de réaction auprès des quelques personnes qui venaient à l'atelier, qui étaient un peu impressionnées en fait par l'histoire de ce drapeau. Puis c'est vrai que c'est quand même... Alors, certaines personnes avaient ressentaient un certain malaise en fait face à ce drapeau. D'autres me disaient, moi je ne pourrais pas toucher à ça, je ne voudrais pas restaurer ça. Voilà. Mais non, c'est un témoignage historique et c'est très très important de ne pas avoir de l'affect aussi par rapport à certains objets historiques qui ont du vécu. Il faut tout conserver, tout préserver. C'est très important pour l'histoire aussi. Eh ben, merci beaucoup Angélique Durif pour toutes ces explications. On comprend un peu mieux qu'est-ce que c'est que le métier de restauratrice en textile. Et donc merci beaucoup. J'espère que peut-être ça va donner envie à ceux et celles qui nous écoutent de s'intéresser un peu plus à ces métiers. Ben, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.